Homme d'affaires dynamique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le libéral Gaston Blackburn est élu député de Roberval en 1988 avec la promesse de Robert Bourassa de siéger au Conseil des ministres. D'abord adjoint parlementaire, Blackburn laisse sa marque comme ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, M. Grant. Bienvenue à Mémoire de député. Ça me fait plaisir. Je suis très heureux d'être là. Vous êtes né à Chicoutimi. Est-ce que votre famille a une longue histoire dans la région? Oh, très longue histoire. On est arrivé, mes ancêtres sont arrivés, bien sûr, dans les années 1770, du côté des Blackburn. Et du côté des Harvey, peut-être un peu après, mais pas beaucoup après. Mais du côté des Blackburn, il faut dire que ce sont des Écossais, de descendance écossaise, comme vous et moi. Et ils étaient, bien sûr, en Écosse et ils avaient perdu la guerre dans les Highlands. Alors donc, à ce moment-là, dans le temps, en Écosse, c'était pas facile. Ils avaient été convaincus de venir au Canada parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes, défendre les intérêts du roi. Pour, bien sûr, en 1770, vous allez combattre les Américains qui voulaient envahir le Canada, le Bas-Canada. Alors, ils sont venus, deux de mes ancêtres, Hugh Blackburn et son frère, David, sont venus au Canada pour, bien sûr, participer à cette guerre, repousser les Américains. Donc, ce sont les Canadiens, vraiment. Peut-être qu'ils ont participé tout à fait un peu. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés. Puis à ce moment-là aussi, le seigneur Nern, qui était un peu comme un grand mandarin du coin, avait eu la promesse d'avoir des terres. Il leur avait promis que quand il viendrait avec lui défendre les intérêts du roi, il pourrait avoir accès à des terres dans la région de la Malbaie. C'est comme ça qu'ils sont venus défendre les intérêts du roi. C'est comme ça qu'ils sont arrivés du côté des Blackburn. Du côté de notre ancêtre Jean Harvey, c'est arrivé un peu de façon différente, mais il est arrivé quand même à peu près dans les mêmes années. Mon ancêtre Hugh Blackburn, celui de qui on vient tous, les Blackburn, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec, parce qu'il y avait deux frères, un a eu 8 filles seulement. Donc, c'est pas de lui. Mais Hugh, lui, a eu 8 garçons, 4 filles. Et l'originalité de Hugh, c'est qu'il avait marié une dame, Geneviève Gagnon, qui était née d'un père français et d'une mère indienne. Donc, on peut dire qu'on a du Blackburn, qui est de descendance écossaise, avec du français et bien sûr de l'indien. Puis ça s'est beaucoup reflété à travers l'histoire de toutes les personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des régions du Québec. Parce qu'il savait qu'il y a un monument des 21. Oui. Les 21, ça avait été créé, ces 21-là, pour former une compagnie qui devait acheter des actions d'une cette compagnie pour un montant de 400 $. C'était quand même important dans le temps. Beaucoup d'argent dans ce temps. C'était beaucoup d'argent dans ce temps-là pour devenir des investisseurs, avoir l'accès à la forêt, avoir des droits forestiers pour créer une compagnie qui développerait le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le Saguenay en particulier dans le temps. Fait que c'est comme ça que les 21 se sont créés. Mais dans ces 21, ce qui est encore très, très particulier, je suis le seul, en tout cas dans ma descendance à moi du côté des Blackburn, qu'on avait du côté Harvey, Jean Harvey, et mon ancêtre du côté de ma mère, est arrivé en même temps que David Blackburn, qui était celui qui était le premier Blackburn qui venait s'installer dans la région. Donc, mes deux ancêtres étaient dans la compagnie des 21. Ils avaient investi chacun 400 $ pour créer cette société. Et c'est par la suite que la région s'est développée, dans le secteur forestier en particulier. Difficile d'être mieux implanté que ça. Ah oui, il y avait des gros défis dans le temps. C'était des gens très, très courageux, là, les bâtisseurs. Alors, ouais, c'est ça. Et particulièrement du côté de Hugh Blackburn, il était protestant, il était anglophone. Et quand il a marié Geneviève Gagnon, elle qui ne parlait que français, puis qui était une catholique, pour la marier, il a fallu qu'il devienne catholique. Et qu'il, bien sûr, devienne francophone, qu'il apprenne le français. Donc, les Blackburn au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'anglais est très, très difficile. On réussit à s'en sortir parce qu'on l'a appris, mais je vous dis que c'est pas à cause qu'on est... C'était vraiment, vraiment des gens qui ne parlaient que français, après. C'est qui a fondé le commerce familial? Ben ça, c'est mon père. Ah. Mon père et ses frères, mon grand-père du côté de Blackburn, Wally Blackburn, était lui-même un épicier. Donc, mon père, avec son frère Henri, étaient devenus les premiers épiciers descendants de Wally
qui ont parti leur première épicerie. Ils avaient immigré pendant un bout de temps à Drummondville. Ils sont revenus dans la région et c'est là qu'ils ont parti leur propre commerce. Mon oncle Henri sur la rue Montcalm, puis mon père sur la rue Saint-Philippe. Par la suite, d'autres frères Blackburn sont devenus le premier groupe d'épiciers du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui faisaient de la publicité, par exemple, de façon commune. Ils avaient même un entrepôt qu'ils avaient créé tous les 5 pour faire un pouvoir d'achat central qui leur permettait d'avoir de meilleurs prix et de planifier leur marketing. Ça a fonctionné pendant un bout de temps. Donc, en 1955, les 5 épiciers Blackburn avaient des commerces à Chicoutimi, puis il y avait des commerces à Kenegami. Et là, par la suite, bien, c'est devenu une entreprise qui s'est un peu comme disloquée, parce que les frères, c'est pas toujours facile à demeurer associés. Alors, mon père est resté et demeuré avec son commerce sur la rue Saint-Philippe, qui était une petite commerce, vraiment un commerce de quartier. Et à un moment donné, vous savez comme ça se produisait toujours dans ce temps-là, des grosses familles, parce moi, je suis issu d'une famille de 12 enfants. Je suis l'aîné de cette famille de 12 enfants. Et donc, mon père avait le commerce sur la rue Saint-Philippe. Son boucher d'alors, qui était un de mes oncles, avait quitté l'entreprise. Fait que mon père me dit, j'avais terminé ma 9e année, mes notes étaient relativement bonnes. Mon père me dit, Gaston, j'ai besoin de toi pour aider à continuer à élever la famille. Dans ce temps-là, c'est comme ça que ça se passait. Fait que je me souviens encore, j'avais dit à mon père, je vais prendre les moyens pour pas que ça me nuise, sans trop savoir que c'est que tu disais à l'âge de 15 ans, de devenir boucher dans l'entreprise familiale, responsable grande partie de la gestion du magasin. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire de dire que je vais m'organiser pour pas que ça me nuise? Bien, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis un autodidacte, qu'on peut bien dire de la pure espèce. Mais je me suis organisé à travers mon cheminement personnel sur la rue Saint-Philippe à m'impliquer dans des organisations qui pouvaient m'aider à me former, dans le fond, dans l'université de la vie. Fait que je me suis impliqué dans les organisations qui étaient parallèles au commerce familial, des groupements d'épiciers. À l'âge de 17 ans, j'étais devenu président d'une association d'épiciers de Chicoutimi-Labé, qui regroupait des épiciers. Fait que je m'impliquais avec ces gens-là. Je les écoutais tous des gens beaucoup plus âgés que moi, mais des gens avec qui j'avais une excellente relation qui me permettait, à travers leur propre cheminement, de me parfaire, moi, dans ma propre vie. Fait que ça a démontré aussi, ça m'a permis de développer des qualités personnelles, là, d'assumer des responsabilités, du leadership. Je me suis impliqué aussi dans la jeune chambre de commerce. Je me suis impliqué aussi dans les Chevaliers de Colomb. Avec toute cette école de la vie que vous aviez, quand est-ce que vous avez quitté le commerce de la famille pour aller avec Provigo? Alors, là, j'avais été impliqué beaucoup, je vous l'ai dit, dans les associations d'épiciers. Oui. Provigo, dans le temps qui s'appelait le groupe La Montagne, avait plusieurs magasins corporatifs qui appartenaient au groupe La Montagne, puis qui appartenaient aussi au magasin Jap. Puis il y avait aussi des épiciers indépendants qui étaient leurs clients. Ils avaient besoin de quelqu'un qui pourrait aller visiter les épiciers indépendants, tout en ne paraissant pas comme un compétiteur. Et moi, de par mon appartenance au groupe d'épiciers, qui étaient tous mes amis à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean que je rencontrais dans les différentes activités ou d'associations, alors donc, j'étais pour eux un personnage un peu particulier, d'avoir le privilège, c'est qui m'avait été présenté, par M. Alfred Martel. Fred Martel, je dirais que c'est mon deuxième père, dans le fond. Fred était un gars que je connaissais, il était vice-président chez Provigo. C'était un gars qui avait des qualités exceptionnelles, intelligence et tout ce que vous voulez. Puis Fred était le gars qui je rencontrais régulièrement, toutes les semaines. J'allais m'asseoir avec lui 1 heure le lundi matin, on jase ensemble. C'était pour moi l'occasion d'avoir quelqu'un d'intéressant avec qui jaser. Fait que Fred Martel me dit, Gaston, j'aurai une belle job pour toi. Ça faisait maintenant 12 ans que j'étais dans l'entreprise familiale, j'avais 27 ans. Et il dit, tu aurais une belle opportunité de venir travailler pour nous. Puis il dit, tu deviendrais un cadre de la compagnie, tu deviendrais un superviseur pour superviser des magasins corporatifs. Donc, quand tu rentres dans les magasins corporatifs, tu deviens un patron. Puis en même temps, l'expérience que tu vas aller chercher dans tes magasins-là va être extraordinaire. Puis après ça, tu vas aller voir des épiciers indépendants parce qu'ils t'acceptent très, très, très bien. Tu vas pouvoir leur donner des conseils. J'ai compris le travail que je pouvais véritablement assumer, puis qui était une carrière très, très intéressante dans une entreprise dynamique qui était à ce moment-là en création. Fait que j'ai accepté le défi. Le vrai autre défi, c'était de présenter ça à mon père. Parce que pour lui, j'étais son poteau.
Ça fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, papa, j'ai dit, là, j'ai une belle opportunité qui m'est présentée. C'est une occasion en or. On ne peut pas se permettre de la manquer. Au bout de 3 ans, j'avais découvert que, n'ayant pas de diplôme universitaire à ce moment-là, je montrais un certain niveau dans l'entreprise. Puis qu'après ça, je resterais à ce niveau-là. Mais je visitais aussi des épiciers indépendants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui étaient tous mes amis. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans cette activité économique-là. Par mon expérience que j'avais acquis ou que j'acquérais régulièrement en visitant des épiciers, puis vous savez, quand j'entrais dans un magasin corporatif, j'étais un cadre, j'étais reçu comme un patron. Je visitais tous les départements, l'épicerie, la viande, les fruits et légumes, la mise en marché. Je participais régulièrement à toutes les réunions du groupe Métro, du groupe dans le temps, Jacques Lamontagne. Fait que j'étais vraiment à l'université de l'alimentation. Fait qu'au bout de 3 ans, j'avais acquis ce qu'il fallait pour partir à mon propre compte. Et il m'est arrivé l'aventure de mon troisième père, qui était M. Lucien Roy, qui était un commerçant de Roberval, qui avait une entreprise avec un potentiel énorme. Puis je le visitais, M. Roy. Puis j'essayais de l'aider dans la gestion de son épicerie. Puis lui, il avait comme un problème. C'était plus un quincaillier qu'une épicerie. Dans sa bâtisse, il y avait une épicerie, puis il y avait une quincaillerie. Fait que j'ai dit à M. Roy, j'ai dit, écoutez, je vais vous aider pour faire ce qu'il fallait. Sauf qu'à un moment donné, il me dit, Gaston, pourquoi tu n'achèterais pas mon commerce? Là, j'ai dit, ça a peut-être du bon sens. En tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai acheté mon premier commerce à Roberval, j'avais 30 ans. Est-ce que c'était déjà Métro Richelieu ou non, avez-vous choisi ouais. de quitter un peu, sauter la clôture de l'un à l'autre? Je connaissais le groupe Métro, tous les marchands métro de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je les visitais. Et je les voyais comment ils faisaient de bonnes affaires. Puis la philosophie du groupe Métro Richelieu, qui était une coopérative d'épiciers, était très différente du groupe Provigo, qui était une corporation. Elle était propriétaire de ses épiceries. Elle était propriétaire de son département de gros. Elle était un fournisseur de services aux épiciers. Alors que chez Métro Richelieu, c'était une coopérative pour et par les membres, coopérateurs. Fait que je connaissais ça. Fait que les gens de Métro sont venus me voir dès le départ. Écoutez, donnez-moi un an. Dans un an, on verra. Fait que quelques mois plus tard, 10 mois plus tard, je suis devenu Métro à Roberval. Et puis, j'avais acheté à ce moment-là un marché entre-temps. J'avais acheté un marché d'alimentation à Saint-Félicien. Fait que les deux marchés d'alimentation sont devenus Métro à Roberval et Saint-Félicien en 1974. Wow. Alors, vous dites que vous avez un peu rêvé à la politique, mais que c'est vous, votre père, qui avez dit que Mon père. La politique, c'est pas un endroit pour un épicier. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi? Mon père me disait, dans le fond, les clients qui viennent dans nos épiceries, ce sont des clients qui viennent de tous les partis. Mais mon père m'avait donné un conseil que j'ai suivi à la lettre. Tant que tu seras dans l'alimentation, ne touche pas à la politique. Parce que tu vas avoir toujours des clients d'un bord et de l'autre. Tu risques de perdre des clients si tu t'affiches dans le domaine politique. Fait que j'ai suivi ce conseil-là jusqu'en 87. Mais est-ce que c'était pour la politique que vous avez décidé de vendre la gestion de vos commerces, là? Ou... Non, pas du tout. En 87, j'avais vendu mes fonds de commerce parce qu'il y avait 2 acheteurs. Vous savez, il y avait le groupe Métro Richelieu, puis il y avait aussi le groupe Provigo. Métro Richelieu n'était pas trop intéressé d'acheter parce que j'étais déjà leur client, leur membre depuis déjà une quinzaine d'années. Mais Provigo était intéressé. Alors, ayant eu les attaques du côté de Provigo pour dire oui, je suis intéressé à vendre, puis que Métro, je dis à Métro, ben là, si vous achetez pas, c'est Métro, c'est Provigo qui achète. Fait que Provigo, Métro ont acheté les commerces d'alimentation du Lac-Saint-Jean. Mais j'étais resté avec tous mes immeubles. J'avais des baux de 20 ans avec le groupe Métro Richelieu qui ont permis de continuer le développement de Métro au Lac-Saint-Jean puis au Saguenay. Alors... puis là, il y a eu cette opportunité en 87. J'avais vendu en 80... Il y avait des rumeurs que Michel Gauthier, qui était le député du comté Roberval, député du Parti québécois dans le comté Roberval en 87, Michel était là depuis 76, ou à peu près. Il y avait des rumeurs de démission de sa part aux périodes des fêtes pour qu'il retourne à la direction générale d'une commission scolaire de Roberval. J'ai regardé ça avec un certain intérêt. Puis quand il a démissionné, j'avais déjà fait des approches avec des gens de l'organisation du Parti libéral, démontrant mon intérêt pour devenir peut-être un député, un candidat libéral dans le comté Roberval. On avait eu une convention, de toute façon, M. Grant, une convention où il y avait eu 5000 cartes de vendues à travers le comté Roberval.
Alors, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais disponible. J'étais à plein temps. J'avais fait le tour de tout le comté. Moi-même, j'avais recruté 2000 nouveaux membres. Puis les autres, on était 4 candidats. Les autres avaient recruté 3000 nouveaux membres. Donc, on avait 5000 cartes de membres de vendus dans le comté Roberval. Fait que, arrive la convention au mois d'avril. Là, on a une convention dans laquelle on avait même dû faire une tente parce que il n'y avait pas, l'aréna n'était pas suffisamment grand pour accueillir tout ce monde-là. Fait qu'on avait rajouté des tentes pour pouvoir organiser les bureaux de vote puis tenir la convention. Il y avait 3500 libéraux qui étaient présents durant cette journée-là, à Saint-Félicien. Et là, je me rappelle encore, je suis arrivé au premier tour. Ça avait commencé, mettons, à 11 h le matin. Puis, je suis arrivé premier au deuxième tour. Fait que normalement, historiquement, celui qui arrive premier au premier tour, au troisième tour, il perd. Mais heureusement, j'ai arrivé au premier tour, premier au deuxième tour, puis premier au troisième tour. Mais au troisième tour, j'avais une majorité seulement de 89 voix. Il y avait Jean Girard, qui était le dernier candidat en liste, puis lui, il était de Saint-Félicien. Moi, j'étais un investisseur à Saint-Félicien, mais je demeurais à Roberval. Fait qu'il fallait que je combatte ces dimensions-là, parce que, vous savez, dans ces milieux-là, il y a toujours un peu, particulièrement, là, une attitude un peu, pas chauvine, mais quand même ils veulent conserver là, dans leur coin, le député. Mais j'avais réussi à passer à travers. C'était vraiment une convention fantastique, qui est extraordinaire, puis qu'on garde des souvenirs mémorables là, de cette première convention. Dans l'élection générale qui suivait, comment avez-vous fait campagne? Quel thème? Ben là, quand j'ai eu après la convention, là, c'était l'élection au mois de juin. Ben là, l'élection du mois de juin, il y a eu, bien sûr, de l'aide, dans le temps, une élection partielle. C'était une élection partielle. J'avais de l'aide de beaucoup des collègues, des gars qui étaient déjà en place, des ministres, des gars et des filles, des femmes qui étaient déjà ministres dans le gouvernement, qui venaient m'aider, avec le support de bénévoles qui venaient de partout du Québec pour me faire élire. Alors, j'ai eu cette première élection par laquelle j'ai gagné par au-delà de 5000 voix, 5300 voix de majorité. Il faut dire que M. Bourassa était venu dans le coin à une assemblée générale, une assemblée de la Chambre de commerce, je crois, de Dolbeau, Mistassini. Et il y avait un monsieur, dans ce temps-là, M. Lupien, qui avait posé la question à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, M. Blackburn, s'il devient député, est-ce qu'il va risquer de devenir ministre? Fait que M. Bourassa, dans sa grande sagesse, avait dit, il n'avait pas répondu qu'il allait devenir ministre. Il avait simplement dit, vous connaissez comment il était. Vous savez, j'aime bien qu'à mon conseil, toutes les régions soient bien représentées. Le Conseil des ministres. Il n'y avait pas de ministre dans le temps de la région du Saguenay, qui était le seul député. Fait que il y avait comme une possibilité que... Fait que ça m'a aidé aussi, cette question-là, qui avait été posée par M. Lupien. Fait que j'ai été élu au mois de juin 88, député du comté Roberval. Je suis devenu adjoint parlementaire. M. Bourassa savait que, puis on en a parlé un peu, j'avais aucune expérience de la vie politique. Fait que M. Bourassa m'avait nommé adjoint parlementaire avec lui. Ça m'a permis d'apprivoiser la vie politique avec ce que ça pouvait vouloir dire en termes de cheminement à l'intérieur d'un appareil gouvernemental. La sagesse de M. Bourassa était quand même particulière parce que, étant son adjoint parlementaire, il me confiait des responsabilités. Une des responsabilités qu'il m'avait, d'essayer de voir comment on pourrait réduire dans le temps, là, on parle des années 89, de 88, comment on pouvait réduire la paperasserie gouvernementale. J'avais étudié avec des fonctionnaires dans le temps comment on pourrait arriver à réduire ça. On a fait un certain travail, puis ça m'a donné certains résultats. Et entre-temps, par exemple, il m'avait donné comme responsabilité, après une période de 6 mois, je suis devenu ministre délégué avec Mme Bacon. Ça aussi, c'était une école. Lise Bacon était une personne tout à fait exceptionnelle qui m'avait donné cette occasion avec des responsabilités particulières au ministère de l'Environnement. J'avais, entre autres, la responsabilité de l'eau potable, avec tout ce que ça pouvait vouloir dire en termes de représentation, de rencontres. En tout cas, c'était très, très intéressant. Et ça m'a permis, durant cette période de 6 mois avec Mme Bacon, de pouvoir compléter mon apprentissage de la carrière politique, de la vie politique. Oui, particulièrement, qu'est-ce que vous avez appris dans cette période-là sur la politique, mais surtout sur la gouvernance? Ce que j'ai bien appris, puis ce que j'ai surtout découvert, quand tu es en dehors de la vie politique, tu
tu as une perception de la fonction publique. Puis, c'est pas toujours une bonne perception. C'est très, même c'est péjoratif un peu, mais c'était vraiment... Et quand je suis arrivé dans la vie politique, j'ai découvert la fonction publique, la haute qualité de la haute fonction publique. Des gens qui sont extraordinaires, dévoués, dédiés, compétents, qui font un travail exceptionnel. Puis quand un ministre ou un gouvernement va bien, c'est beaucoup dû à sa fonction publique. Vraiment, là, c'était pour moi une découverte extraordinaire. Mais il y avait des environnementalistes qui doutaient de la nomination de personnes, hommes d'affaires, dans le monde environnemental. Comment avez-vous fait pour établir une entente avec eux? Ben ça, c'est quand j'ai été nommé ministre délégué à l'environnement. C'est ça. À ce moment-là, bien sûr, maintenant du monde des affaires, ces gens-là ne croyaient pas nécessairement que j'avais des qualifications, n'ayant participé jamais à des mouvements d'action environnementale. Ces gens-là ne croyaient pas que je pouvais assumer ces responsabilités. Il y aurait eu d'autres personnes qui auraient pu penser que... Ben, j'ai été là et vraiment, ça a bien été. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré tous les groupes environnementaux qui étaient intéressés à me rencontrer. On a eu d'excellentes relations, puis ça a donné d'excellents résultats. Je n'ai pas eu par la suite cette appréhension qui s'était manifestée dès le départ. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Par la suite, ça a très, très bien été. Il y avait un autre aspect de votre passé qui est venu vous un peu attraper, et c'était vos actions dans une compagnie qui finalement a eu à faire affaire avec le gouvernement. Et l'opposition a dit, mais attendons, Blackburn s'est fait mettre en conflit d'intérêts. Quelle était cette histoire-là? C'était parce que il me semble qu'une partie de vos actions était dans un blind trust, une fiducie sans droit de regard. C'est ça. Mais en pas fait, celui-là. Là. Je possédais des actions de mes propres compagnies, là, qui s'appelaient G. Blackburn Incorporé, qui avaient été mises dans un blind trust. Puis je possédais aussi, parce qu'il y avait dans ce portefeuille-là des actions de compagnies publiques. Alors donc, je ne pouvais pas m'en occuper d'aucune façon. Fait qu'on avait mis ça dans cette fiducie sans droit de regard, ces actions-là. Il y avait une compagnie dans laquelle j'étais associé qui s'appelait Tracto. On vendait du John Deere au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, en Gaspésie, chez Chibougamau. Mais cette compagnie-là, où étaient 7 associés, elle ne faisait pas affaire avec le gouvernement. Puis je n'ai pas jugé bon, dans le temps, de mettre ces actions-là dans cette fiducie, étant donné qu'elle ne faisait pas affaire avec le gouvernement. Mais j'avais quand même informé le directeur général, si des fois, pour une raison ou pour une autre, vous faites une transaction, peu importe où, vous devez m'informer pour que je puisse dénoncer mon intérêt. Je reçois un téléphone quelques mois plus tard d'une personne du cabinet du premier ministre, monsieur le ministre. On a eu vent qu'il y avait une transaction qui avait été faite dans la compagnie Tracto. Vous avez vendu un tracteur à Québec. Ben, voyons donc. Puis j'ai pas été informé de ça. Fait que là, tout de suite, je parle à l'avocat qui s'occupait de mes dossiers à ce niveau-là, François Tremblay. Je dis, écoute, donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, Gaston, on a envoyé une lettre au directeur général, on l'a informé qu'il fallait absolument qu'il t'informe s'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Il faut absolument... Là, on va parler à Jean-Guy Gaudreau, qui était le directeur général de Tracto. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qu'on appelle Jean-Guy, puis ce tracteur-là, il y avait un appel d'offres public, puis il y a quelqu'un de Québec qui avait répondu à la vente de ce tracteur-là. Et ce tracteur-là, bien, c'était le plus bas prix, puis chez Tracto de Québec qui l'a obtenu. Et là, bien sûr, c'était quelque chose, là. Ça fait qu'il a fallu, à ce moment-là, j'ai expliqué au premier ministre qu'est-ce qui s'était passé, puis que j'avais d'aucune façon été mal intentionné dans ce dossier-là, au contraire. J'avais pris toutes les précautions possibles, puis par la suite, soyez sûr que les actions que j'avais dans Tracto ont été mises dans la fiducie sans droit de regard. Et il n'y a pas eu aucune conséquence. Mais ça démontre jusqu'à quel point... Puis là, on était dans les années 90. Tu sais, c'est la transparence, la clarté. Fallait être vigilant et important. Puis moi, j'avais toujours dit, il faut être plus blanc que blanc quand tu fais de la politique. Il faut faire attention. Parce que c'est important. Mon fils a fait de la politique. J'avais dit à Carl, sois prudent. Évite toutes les situations qui peuvent te mettre dans une apparence de conflit d'intérêts. Ça m'était arrivé, cette expérience-là. Ça m'a bien servi par la suite. J'ai conçu d'être doublement prudent et je n'ai pas eu d'autres activités qui m'ont mis dans une situation semblable. Pour les gens qui ne comprennent pas nécessairement la relation entre un ministre et son sous-ministre en titre, qu'est-ce que ces gens-là font pour
le ministre? En fait, le ministre, il est le porte-parole du ministère. Il a des responsabilités importantes au niveau de la prise de décision quand les dossiers lui sont présentés. La haute fonction publique, le sous-ministre ou les sous-ministres adjoints, se doivent de te présenter le projet. Ils sont les gestionnaires, dans le fond, du ministère. Et là, c'est quand ils te présentent un projet, bien, je vous donne l'exemple de mon projet de PDES, de développement du Sommet Atlantique. Quand le projet nous arrive au niveau de mon ministère, puis qu'à ce moment-là, le sous-ministre m'explique les enjeux et l'importance de ce projet-là, que là, il faut faire cheminer, bien sûr, au ministère des Finances, à tous les autres niveaux. Là, il doit nous donner toute l'information nécessaire pour qu'on soit capable d'aller plus loin avec les collègues du Conseil des ministres, puis bien sûr être capable de aller chercher les argents nécessaires à la réalisation du projet. Par la suite, la mise en œuvre, bien, ce sont eux, là, les gens qui sont dans la fonction publique, qui doivent assumer la responsabilité de mettre en place la gestion de ces responsabilités-là. C'est vraiment le ministre qui performe bien ou le gouvernement qui performe bien, c'est parce qu'il y a une bonne relation avec la haute fonction publique. Et puis, il y a une haute fonction publique qui est très, très compétente. C'est ainsi lié. Vous aviez une autre préoccupation pendant des années, c'était la perte de votre jeunesse de la région vers les grands centres. Est-ce que ça devient à un moment donné une question politique ou est-ce que c'est toujours une question sociale plutôt? Je dirais que les gouvernements ont une responsabilité importante. Comment on va réussir je vais prendre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, pendant une période de temps, il y avait au-delà d'un autobus par semaine. Tu sais, c'était 50, 60 personnes qui quittaient hebdomadairement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 3000 personnes de moins par année qui s'en allaient, les jeunes principalement, qui quittaient la région parce que il n'y avait pas suffisamment de travail, il n'y avait pas suffisamment d'espoir pour eux d'être capables de se réaliser. Heureusement, c'est moins pire que c'était, mais malgré tout, il y a encore des gros défis. Et les gouvernements ont une grosse, grosse responsabilité dans ces parties de relever ces défis-là. Vous savez, une activité comme la compagnie Résolue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est encore au moins 2500 emplois directement reliés à l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si cette compagnie-là, pour une raison ou pour une autre, ne venait plus être capable de fonctionner, bien, c'est 2500 jobs qui se perdraient. Mais ces jobs-là, il y a des conséquences parce que quand tu perds un job dans l'industrie, tu en perds au moins 4-5 autres au niveau des services. Fait que tu ne peux pas permettre continuellement de se vider des régions comme celle-là à travers des activités aussi essentielles. Dans le temps, moi, j'avais comme ministre responsable essayé de trouver le moyen de développer l'accès du Nord en créant la route du Nord pour permettre aux travailleurs, aux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'aller travailler dans les grands projets dans le Nord. C'était extrêmement important comme gouvernement de réaliser ça. Puis quand j'arrivais avec mes collègues au Conseil des ministres pour leur parler de ces projets-là, c'était un des arguments. On ne peut pas se permettre de ne pas trouver le moyen de donner à ces régions-là l'accès à des travaux qui vont leur permettre de rester en vie. Sinon, on va vider les régions du Québec. Si on vide les régions du Québec, il va y avoir des problèmes économiques importants à travers tout le Québec. Je pense que le gouvernement a un rôle qui est très, très important. Merci, M. Blackburn. À la prochaine. Ça fait plaisir.